Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Israël demain sur Studio Qualita avec une émission particulièrement intéressante ce matin puisque nous allons parler de beaucoup de choses en même temps. Nous allons parler de solidarité, nous allons parler du conflit israélo-palestinien, nous allons parler aussi de cardiologie et de médecine, puisque nous allons parler d'un projet, un très beau projet qui s'appelle Un cœur pour la paix. Et pour en parler ce matin, je suis très heureux d'accueillir mes deux invités. Muriel, tout d'abord, Muriel Haïm, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, un tout petit peu plus près du micro, comme ça on vous entendra bien. Et le professeur Jean-Jacques Rhin, qui est professeur de cardiologie pédiatrique. Vous êtes même le chef du département de ce département, donc à l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Bonjour. Bonjour Boker Tov, merci d'être avec nous. C'est un grand honneur que vous nous faites ce matin pour venir parler d'un cœur pour la paix, ce projet très émouvant, on va dire. Écoutez, d'abord, merci de nous inviter pour en parler. En effet, c'est un projet que nous avons commencé, Jean-Jacques et moi, il y a 12 ans et demi. Ça va être la 13e année. Et en plus, c'est amusant parce que ce projet prend son autonomie. Et 13 ans, vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est la bar mitzvah. Exactement. C'est la bar mitzvah. Alors, on va dire quelques mots d'abord sur le projet, sa mission, son but. Alors, son but à l'origine, c'était en effet de fournir des opérations cardiaques à des enfants palestiniens, puisqu'il n'y avait pas de service de chirurgie cardiaque ni en Cisjordanie ni à Gaza. Et en plus, c'était des opérations très chères. Et ces enfants n'étaient pas pris en charge par l'autorité palestinienne. Donc, il fallait aussi financer. Il fallait non seulement l'assistance technique, mais aussi le côté financement de ces opérations. Alors, comment a débuté ce projet ? Vous avez eu des demandes de familles palestiniennes, des autorités palestiniennes ? Ça n'a pas commencé comme ça. En vérité, j'avais rencontré Jean-Jacques à Paris, puis la semaine suivante, je devais venir avec un groupe de médecins. Je lui ai demandé de nous accueillir et il nous a expliqué ce qu'il faisait. Je lui ai dit, mais c'est un pays en guerre quand même, Israël. Comment fais-tu pour opérer des enfants des pays à côté ? Il m'a dit, voilà, et de quoi as-tu besoin ? Il m'a dit, on opère des enfants palestiniens et j'ai besoin de pouvoir en opérer un de plus par semaine. Alors déjà à cette époque, il y a 13 ans, il y avait des Palestiniens, des enfants palestiniens qui arrivaient à l'hôpital Hadassah Ein Kerem ou d'autres hôpitaux, je suppose, en Israël, pour être opérés ? Dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des Palestiniens ou disons des Arabes dans cette région. Et dès le départ de la création d'Hadassah en 1912, il y avait déjà à peu près 25% de la population arabe qui était prise en charge par Hadassah. Donc on a toujours opéré des enfants de Cisjordanie et de Gaza. Et ça s'est en fait arrêté avec les accords d'Oslo en 1992 ou 93. À partir du moment où l'autorité palestinienne est devenue responsable de la santé dans les territoires palestiniens, à ce moment-là, ils ont dû faire des choix qui étaient essentiellement liés à des problèmes financiers. C'est-à-dire qu'il fallait parier au plus pressé, si vous voulez. Et en pensant qu'une opération cardiaque d'un enfant qui souffre de malformation cardiaque coûte à peu près le prix d'un dispensaire qu'on va ouvrir dans un village pendant un an. Donc ils ont dû faire des choix et ce sont donc les enfants qui souffraient de ces cardiopathies congénitales qui n'ont pas été pris en charge et qu'on n'opérait plus. Donc c'est à ce moment-là que Muriel cette rencontre a lieu. Voilà. Cette rencontre a eu lieu. Donc vous rencontrez le professeur qui vous explique donc la situation de ces enfants qui n'ont pas la possibilité d'être opérés en Judée-Samarie. Et vous décidez d'agir. Voilà, je lui dis, écoute, très bien. Je reviens dans 6 mois et on va faire quelque chose. Et je suis rentrée à Paris avec des amis. On a créé l'association. Et puis, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé de l'argent rapidement. Et en septembre, je suis revenue et on a dit à Jean-Jacques, ça y est, c'est bon. Et depuis septembre 2005, Jean-Jacques opère plus d'un enfant par semaine, qu'ils viennent soit de Gaza. Un enfant par semaine, c'est extraordinaire. Enfin, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est, en effet, on fait partie de la solution pour ces familles qui, avant, il n'y avait pas de solution pour les mômes. Alors,
comment vous allez nous expliquer, parce que ça aussi, au niveau de l'innovation, c'est très intéressant, comment ça se passe d'un point de vue pratique, puisqu'on sait bien entendu qu'il y a des difficultés pour les Palestiniens de rentrer en Israël. Mais dans ce cas... Alors écoutez, dans la vraie vie, nous on a eu 720 enfants opérés. Sur 720 enfants, on n'a jamais eu un enfant arrêté à un checkpoint. Jamais. Jamais. Et on a des enfants qui viennent de Gaza. Mais simplement, il y a un process, l'équipe de Jean-Jacques Rhin a mis sur place un process qui fait que quand un des médecins de Gaza dépiste un enfant, il se parle avec le professeur Rhin, les deux médecins discutent ensemble. S'ils décident que l'enfant doit être opéré, nous recevons un fax expliquant le nom, le prénom, l'âge, le poids et la pathologie de l'enfant. Avec ce fax, le service du professeur Rhin et d'Alia Bassa, qui travaille pour le ministère à l'hôpital, mais qui facilite en effet tous les passages, on envoie un fax au checkpoint israélien et au checkpoint palestinien. Et si c'est une urgence, en 2 heures, l'enfant arrive. 2 heures, 2 heures et demie. Le professeur Rhin, l'enfant arrive. C'est des fois... c'est dire de travailler dans des situations peut-être tendues des fois de temps en temps, puisqu'on sait qu'il y a eu des opérations militaires contre la bande de Gaza, par exemple. Dans ces situations, dans ces moments, c'est pas un peu tendu de travailler avec les docteurs palestiniens ou Non, c'est pas tendu. Avec les docteurs palestiniens, on arrive toujours à parler, on arrive toujours à s'entendre. On a eu des problèmes au niveau, par exemple, de transmission d'images. Par exemple, il y a un moment, tout à fait au départ, en 2005 ou 2006, il était impossible d'avoir un examen qui était fait à Gaza. On ne pouvait pas le voir en Israël parce qu'ils refusaient de transmettre les images pour des raisons. Les Palestiniens refusaient de nous transmettre les images pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, c'est plus facile. Aujourd'hui, on a des relations plus faciles, surtout d'ailleurs avec la Cisjordanie, où là, déjà, il y a des médecins palestiniens que nous avons formés qui sont déjà sur place et qui transmettent des images extrêmement rapidement. Alors, on va parler aussi de cette formation, justement, des docteurs palestiniens, parce que c'est aussi l'un des buts, en fait, de l'association, c'est d'essayer de former des cardiologues du côté palestinien pour, justement, que ces opérations soient réalisées en fait dans les territoires. Exactement, parce que le but c'est de transférer le savoir. On est dans cette optique-là pour qu'à terme les enfants soient pris en charge en Cisjordanie. Alors, vous parliez justement, et ça aussi au niveau de l'innovation, c'est intéressant, vous parliez justement de ce transfert d'images, puisque vous travaillez, puisqu'il s'agit de malformation à la naissance des enfants, donc vous travaillez en général dans l'urgence, puisque... Absolument. C'est-à-dire que quand naît un enfant qui souffre de ce qu'on appelle cardiopathie congénitale, donc de malformation cardiaque à la naissance, ce sera toujours une urgence. Soit il sera en insuffisance cardiaque, soit il sera bleu, soit il y aura un problème d'arythmie. Donc c'est dépisté dès la naissance. Dès la naissance. Les premières heures. Il faut d'abord qu'il y ait un médecin sur place qui soit capable de faire le diagnostic et d'en discuter avec nous. Et ça, c'était le problème. C'est là qu'intervient justement cette innovation, la formation de transfert d'images Alors, tout d'abord, avant le transfert, il y a la formation de médecins. Donc, si vous voulez, le deuxième volet de notre association Un cœur pour la paix. Il a commencé dès la 2e année. On a commencé une formation de médecins, comme vous l'a dit Muriel, de telle façon qu'on puisse avoir des gens sur place d'abord qui puissent faire le diagnostic et transmettre les images, donc faire ce qu'on appelle des ultrasons, une échocardiographie, une ultrason cardiaque, donc pour pouvoir voir quelle est la nature de la malformation, et ensuite d'avoir ces médecins sur place qui d'abord on voulait qu'ils ouvrent, et ça s'est effectivement passé comme ça, une antenne d'urgence 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui fait que si un enfant naît dans un village ou dans une clinique de Hebron ou de Ramallah ou de n'importe où, avec une cardiopathie congénitale, on peut pour la première fois en Cisjordanie faire appel à ces médecins que nous avons formés. Ils vont arriver avec un appareil d'échocardiographie portable que nous leur avons fourni.
Ils vont faire le diagnostic. L'image donc est sur l'appareil. À l'époque, c'était pas suffisant puisque l'image était faite était obtenue par le cardiopédiatre palestinien, mais il fallait en plus qu'on en discute. On ne pouvait pas avoir l'image parce qu'on avait un vrai problème de transmission d'images qui était bloqué d'ailleurs du côté palestinien. Ils ne voulaient pas qu'on transmette les images sur Internet. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple puisqu'aujourd'hui, tout le monde a WhatsApp. Donc, docteur Ibrahim Abou Zahira qui travaille avec nous et qui travaille aussi maintenant en Cisjordanie et Hebron, dès qu'il y a un enfant qui naît, il prend un clip de quelques secondes, de 10 secondes sur son appareil d'échocardiographie portable, il me l'envoie et donc et là, quelques secondes après on décide. Et là, vous décidez s'il faut faire venir l'enfant en Israël ou non. Absolument. Alors, dans ces cas-là, c'est à partir de ce moment-là qu'un cœur pour la paix intervient. Donc, vous avez parlé déjà de ce processus, justement, pour permettre aux enfants et à leurs familles d'arriver en Israël facilement. Donc, vous avez dit que de ce côté-là, ça se passait bien. Alors, comment se passe l'arrivée des familles en Israël ? D'abord, on ne prend jamais un enfant sans quelqu'un de sa famille. D'abord, c'est des tout petits. 50% sont des nouveau-nés, 80% en moins d'1 an. Bon, et vous savez, Hadassah était très, très précurseur parce que dès les années 48, Hadassah avait décidé qu'on n'hospitalisait pas un enfant sans sa maman. Ce qui était extrêmement novateur. On n'était pas du tout là en Europe. Donc, quand les familles arrivent sur le parking d'Hadassah, de temps en temps, vous voyez une ambulance du Croissant Rouge à côté d'une ambulance de Magen David Adom. Ouais. Et ça, c'est pas des photomontages, hein, c'est des vraies photos. Et là, je vous ai même apporté des photos. On va voir un peu le film que vous nous avez apporté justement concernant justement l'arrivée des enfants à l'hôpital. Dans quel état d'esprit les familles arrivent, les familles palestiniennes arrivent ? Il y a 10 ans, je pense qu'elles étaient beaucoup plus inquiètes. Et maintenant, le bouche à oreille a fonctionné. Et comme nous avons des taux de réussite, c'est une équipe formidable, ils ont des taux de réussite de 98%. Donc ça veut dire l'équivalent sinon mieux que les grands hôpitaux américains ou même que Necker à Paris. Ouais. Donc je veux dire, les mamans, elles savent qu'on va tout faire pour sauver leur môme. Donc elles sont tranquilles. Elles sont tranquilles. Alors, à partir du moment où l'enfant et sa famille arrivent, c'est votre équipe que vous dirigez qui commence à travailler, en fait. Donc, vous avez déjà reçu les premières images. Vous savez plus ou moins de quoi il s'agit. Je suppose que vous faites encore, bien entendu, d'autres examens. Vous avez été confronté à des problèmes particulièrement complexes, difficiles, concernant des opérations. Donc, c'est des opérations à cœur ouvert, je suppose. Oui, la plupart, c'est-à-dire une partie des opérations sont des opérations à cœur ouvert. C'est la majorité. Certaines opérations qui sont moins urgentes ce sont des opérations par ce qu'on appelle par cathétérisme. Par exemple, si un enfant a ce qu'on appelle en français une communication interauriculaire, donc un trou entre les deux oreillettes, ce qui n'est jamais vraiment une urgence, mais il faut quand même l'opérer. Donc on peut, vers l'âge de 1 ou 2 ans, 3 ans même peut-être, l'opérer. Et c'est une opération qui se fait par voie intraveineuse. C'est un cathétérisme et ça se fait en moins d'1 heure. C'est une opération qui est très simple et qui remplace l'opération à cœur ouvert qui avait été inventée il n'y a pas très longtemps, en 1954. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de danger d'ouverture de la cage thoracique. Il y a une hospitalisation qui est très courte. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est une opération qui est le faire par voie de cathétérisme beaucoup plus cher que le faire par voie ce qui était à l'époque conventionnel par voie de chirurgie. Une chirurgie, ça coûte ce que ça coûte relativement cher. Environ aujourd'hui en shekels, à peu près 70 000 shekels à peu près, qui d'ailleurs, faut le dire, sont pris... Le prix de l'opération est partagé entre un cœur pour la paix et Hadassah, donc 50%, 50%. Hadassah qui participe donc aussi. À 50%, absolument. Par contre, le faire par voie de cathétérisme, il faut en plus payer la petite valve, le petit bouchon qu'on met dans... Et que ça coûte très cher. Ne serait-ce que la valve coûte environ, je ne sais pas aujourd'hui, $7 000, donc c'est déjà relativement cher.
Et pourtant, on n'a jamais proposé la solution la moins chère et la plus ancienne. Mais donc, les patients ont bénéficié exactement du même traitement que n'importe qui dans le monde entier, en tout cas dans le monde occidental. Et concernant les opérations à cœur ouvert, vous avez eu affaire à des cas un peu difficiles, un peu complexes? Alors, on a des cas très difficiles. On a des cas, ce qu'on appelle d'hypoplasie du ventricule gauche, qui sont extrêmement complexes, qui vont nécessiter plusieurs cathétérismes, plusieurs opérations dans les 3 à 4 premières années, et avec un taux de mortalité en général qui est important. Et il arrive aussi que des enfants palestiniens qui viennent avec ces malformations, qu'on ne connaît pas toujours à l'avance, vont être opérés et vont rester de longs jours à Hadassah. C'est en général, l'hospitalisation dure disons une dizaine de jours, ça peut être là 2 mois par exemple. Alors dans ces cas-là, comment se passe le séjour de ces enfants et de leur famille? Est-ce que vous prenez en charge aussi le séjour des familles? Alors nous, on a un accord avec Hadassah, on paye un forfait fixe par opération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Hadassah, les mamans ont une chambre, et il y a une cuisine et une douche, donc elles peuvent rester à côté de leur enfant. Et ça, ça a été un modèle pour différents hôpitaux. Je sais que quand Necker a réfléchi à faire ça, ils ont été dans différents hôpitaux, dont Hadassah, pour voir comment ça fonctionnait. Parce qu'on sait très bien encore une fois, on ne peut pas hospitaliser un enfant sans sa mère. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, le suivi, comment se passe ensuite le suivi? Les enfants reviennent Alors, le suivi immédiat après opération, 1 ou 2 semaines après opération, ils sont repris à Hadassah en consultation et on va les suivre. Et ensuite, le suivi est fait justement par les médecins palestiniens qui ont été formés à Hadassah. Aujourd'hui, il y a... Depuis le début du projet, il y a 4 ou 5 médecins qui ont été formés à Hadassah, 2 aujourd'hui qui travaillent en relation très étroite avec nous et qui ont ouvert des consultations en Cisjordanie avec l'aide d'un Cœur pour la paix pour les 3 premières années. Le premier, c'est le Dr Nel Lacham qui a ouvert une consultation en 2012 et qui est aujourd'hui maintenant entièrement autonome et qui a dans cette consultation est à Ramallah. Il travaille aussi à l'hôpital islamique de Moukasset de Jérusalem, et donc on a une étroite relation avec lui. Et le deuxième médecin, c'est le docteur Ibrahim Abou Zahira, qui d'ailleurs a fait sa néonatologie à Necker, qui a été formé en France et qui a rencontré justement Muriel en France et qui a entendu parler du projet et qui a demandé de revenir en Palestine pour faire sa spécialité à Hadassah dans le cadre du projet. Donc aujourd'hui, Ibrahim travaille avec nous 5 jours sur 7, et les 2 autres jours, il travaille à sa consultation à Hebron, où il reçoit fait le diagnostic de nouveaux patients, et surtout, il fait ce que vous avez demandé, il fait le suivi de ces patients qui ont été opérés, parce que ça, c'est très important. À l'époque, on n'avait pas de suivi. On arrive à une certaine autonomie du côté... en tout cas pour le suivi, une certaine autonomie. Absolument. Et puis aussi au niveau du dépistage, parce que maintenant, Ibrahim sait très bien que quand il y a eu soit un décès dans la famille, soit il faut absolument screener les enfants. Donc il fait venir la famille entière, il fait des échocardiographies à toute la famille, et à partir de là, on peut dépister les enfants beaucoup plus... Ou alors aussi quand il y a un mariage consanguin très proche, puisqu'on sait qu'à peu près 45% des mariages sont encore des mariages consanguins dans la région. C'est pareil en Jordanie, c'est pareil au Liban, c'est pareil en Syrie. Est-ce que vous voyez un changement du côté des autorités palestiniennes, justement, concernant ces opérations? Est-ce que vous voyez une volonté, justement, que l'autorité palestinienne soit peut-être un peu plus autonome? Absolument, puisqu'il y a eu un accord qui a été signé avec Hadassah, et donc l'autorité palestinienne va reprendre une partie des opérations des enfants, donc va les financer, ce qui veut dire que c'est exactement ce qu'on voulait. Nous voulions, avec le professeur 1, construire le début d'un pont, et ça fonctionne, puisque là, ils ont décidé il y a 2-3 mois, à peu près, au mois de juin. Oui. Voilà, il y a au mois de juin de financer une partie de ces opérations. Donc l'action sera pérennisée, ce sera pris en charge en partie par l'autorité palestinienne. Donc on a fait, nous on va continuer la formation des médecins. Vous avez continué la formation des médecins. Alors un cœur pour la paix, bien entendu, il y a le mot paix dans votre projet. Vous avez l'impression justement que grâce à la médecine, je vais vous demander ça au professeur 1, grâce à la médecine, on peut se rapprocher? D'abord, on se rapproche. Puisque dans la vie... Les frontières tombent.
les frontières tombent au quotidien. On est en relation constante et avec l'autorité palestinienne, et avec les médecins, et avec les patients. On est avec les médecins, c'est pas seulement des médecins, mais aussi des techniciens qu'on a formés, ou des techniciennes, ou des conseillers en génétique, etc. On passe la journée ensemble. Ils travaillent avec nous dans notre service à part tout à fait égale. Donc, le docteur Ibrahim Abouzaïr, quand il est dans notre service, fera des examens d'enfants israéliens. Je ferai des examens d'enfants palestiniens. Ça ne pose jamais aucun problème. On discute ensemble, on mange ensemble, ouais. On parle d'un tas de choses qui ne sont pas forcément de médecine ensemble. Donc, on se connaît de plus en plus. On a appris à se connaître. On a appris à échanger aussi des informations culturelles, je dirais même religieuses, puisque certains des médecins avec lesquels on travaille sont extrêmement religieux, ont même fait le Hajj. Donc ça, c'est toujours très, très important. Et c'est aussi au niveau des familles. Ça, je pense que Muriel pourra vous le dire. On a créé aussi, je peux le dire, 720 familles qui ont été prises en charge, et ce que ça représente. Ça représente une famille, c'est à peu près 80 personnes. Donc une famille, ça fait 700 multiplié par 80, ça fait plus de 50 000 personnes qui entendent parler de ça. Qui entendent parler, et on crée des rapports de confiance. Parce qu'ils savent qu'on aura soigné leur enfant. Et la différence, c'est entre aller au cimetière le pleurer ou le ramener vivant à la maison. Donc c'est pas la cerise sur le gâteau ce qu'on fait, c'est quelque chose de fondamental ce qu'ils font, parce que c'est vital pour l'enfant. Et vous acceptez tous les enfants. Je vais vous poser une question, peut-être un peu piège, mais si vous avez le cas, par exemple, d'un enfant, d'un dirigeant du Hamas ou d'une organisation terroriste, il viendra en Israël? C'est pareil. Et d'ailleurs, les familles des dirigeants du Hamas sont soignées en Israël. Vous avez eu des cas comme ça? En cardiologie, non, mais on a eu la fille d'Ismaël Haniyeh qui était venue juste après... comment s'appelle en français Plomb durci. Plomb durci, qui est venu se faire soigner en Israël, d'un hôpital palestinien. On a souvent des gens. On a eu la petite fille du Cadi de Hebron qui est pas forcément en bonne relation, un ami d'Israël, et qui nous a beaucoup remercié pour ce qu'on a fait. Alors justement, Muriel, vous nous disiez hors antenne qu'il y a de plus en plus de Palestiniens qui sont soignés en Israël. Il y a beaucoup de Palestiniens soignés en Israël. Il y a une étude qui a été faite par le professeur Stone, qui est à l'université de Glasgow, qui dit qu'il y a entre 110 000 et 130 000 Palestiniens soignés en Israël. Donc 80% des coûts sont pris en charge par Israël. Donc je veux dire, ça veut dire une chose. Ça veut dire d'abord qu'on arrive très facilement en Israël, parce que 110 000, si on met ça à la dimension, puisque Kalita aide les Olympes de France, si on mettait ça à la dimension de la France, ça ferait 900 000 personnes. C'est énorme. Il faut arriver à le réaliser. Et donc, ça veut dire que les gens sont en confiance, qu'ils viennent. Et moi, j'ai même une maman qui m'a dit « Ah, mais moi, je voudrais un laisser-passer direct pour Hadassah si mon fils a quelque chose. » J'ai essayé de lui expliquer que s'il n'avait pas grand-chose, vous pouvez sûrement être soigné en Cisjordanie. En tout cas, c'est... oui. On parlait de formation de médecins. Donc, on a quelques médecins formés chez nous. Mais par exemple, à Hadassah, il y a en ce moment même 60 médecins palestiniens qui sont en formation dans l'hôpital Hadassah. Donc, il y a beaucoup de médecins palestiniens qui sont formés, pas seulement à Hadassah, mais dans les autres hôpitaux israéliens, à Tel HaShomer. Donc, il y a une véritable collaboration médicale. Et qui se fait vraiment au quotidien. Donc, on vit avec les Palestiniens. C'est, comme vous l'a dit Muriel, c'est pas forcément... Le but, c'est pas de faire avancer le processus de paix, mais... comme nous l'avait dit à l'époque M. Gaidemek au Parlement européen, qu'on avait présenté le projet, a dit que c'est ces petits microclimats de paix, ces petits îlots de paix qui font en fait que la paix va finir par avancer et pas à travers un projet véritablement politique. Alors c'est vrai que vous n'avez pas fait ce projet, en tout cas l'idée première c'était vraiment de venir en aide aux enfants qui souffrent de maladies du cœur, mais ça a quand même... donne une image d'Israël
à travers le monde. C'est-à-dire que les gens ne savent absolument pas qu'Israël fait ça. C'est ça. C'est-à-dire on a du mal à faire passer l'information. Or, c'est vrai qu'on a eu un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui sont venus, qui se sont rendus compte sur le terrain. Je vois par exemple le président du Sénat, M. Larcher, est venu et soutient d'ailleurs l'action. Et il est venu avec un certain nombre de sénateurs l'année dernière. C'était en février 2017. Quelle est la réaction lorsqu'ils voient ce genre d'opération ? Ils sont étonnés. Ils sont étonnés parce que d'abord, ils arrivent et en Israël, tout est en 3 langues. C'est-à-dire en anglais, en hébreu, en arabe. Déjà, les gens, ils savent. Et déjà, ça, ils ne le savent pas. Ils arrivent, ils voient dans les salles d'attente beaucoup de femmes palestiniennes. Donc, ils sont très, très étonnés. Et ils voient surtout qu'elles sont en confiance. Ouais. Et c'est ça qui les étonne. C'est ça de se dire, mais il y a beaucoup de Palestiniens soignés. Et puis quand ils leur parlent, parce qu'on leur fournit un interprète, ils se rendent compte à quel point les gens sont contents d'être là et d'amener leur enfant. Et donc ça change, à mon avis, l'image. Alors après, vous pouvez sûrement plus leur parler d'apartheid. Très bien, c'est un projet en tout cas magnifique et, qui permet justement ce rapprochement entre Palestiniens et Israéliens. On en a vraiment besoin, donc merci de le faire. Comment on peut vous aider ? Écoutez, d'abord en suivant les actions qu'on fait, il faut aller sur uncoeurpourlapaix.org, www.uncoeurpourlapaix.org. Nous aider aussi financièrement parce que les opérations coûtent cher. Bien sûr. Et on peut donner, pour ceux qui sont encore en France, on peut donner, bien sûr, on est reconnu par les impôts pour donner un CERFA. Et puis surtout, et devenir nos ambassadeurs. Il faut en parler. Le professeur est toujours prêt à accueillir un groupe pour leur montrer ce qui se passe dans la vraie vie. Et je crois que quand les gens... Moi je sais, on a eu des gens difficiles qui sont venus. Et une fois qu'on les met devant... Moi, je dis qu'Hadassah, c'est un des meilleurs ambassadeurs d'Israël. Et que le professeur si je pouvais lui faire passer 5 milliards de personnes dans son bureau, il travaillerait plus avec les gosses. Mais il n'y aurait plus d'antisémitisme. Donc, je veux dire, il faut leur faire toucher la réalité de ce pays. Il faut en parler. Voilà. Il faut en parler. Professeur, vous voulez conclure ? Non, je crois que Muriel a tout dit. Je pense qu'il fallait aussi insister sur le fait que ces 720 enfants qui ont été sauvés, enfin presque 720 qui ont été sauvés, un par semaine, comme nous le disait Muriel. Pour nous, c'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Formidable. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet très émouvant, comme j'ai dit en début d'émission. Je vous souhaite de continuer, même si vous avez dit que vous avez lancé ce projet et que le but, c'est qu'il soit autonome. Mais en tout cas, c'est un beau mérite de l'avoir commencé. Et merci beaucoup d'être venu ce matin nous en parler dans Israël demain sur Studio Qualita. Merci Muriel, merci professeur. Merci de nous avoir donné la parole. Merci. Et nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour parler d'autres innovations en Israël. Merci, bonne journée, bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.